J'arrive. Est-ce que ça passe? Ça marche. Je fais pas du tout. C'est pas confortable quand même. Facile, hein. J'ai déjà vu la dernière. Oui, mais je suis un élève très assidu. Vous avez fait plus d'activités physiques depuis? Un petit peu, mais pas tout. Ah, c'est du golf? Oui, déjà. Alors du coup, je vais vous présenter très vite. Mathieu Casseran, je suis maître de conférence à l'université, à Metz, du coup. Moi, je suis plutôt spécialiste de tout ce qui est entraînement et neuropathologie, en lien avec l'activité physique, toutes ces choses-là, du coup. Je suis responsable de la formation de licence en activité physique adaptée de santé de l'Université de Lorraine et de toute la formation de STAPS. Donc c'est toutes les personnes qui font la fac de sport. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en fait, ça rentre un peu dans le cadre de tout ce qu'il y a pu y avoir aussi d'autres dans les animations. C'est en relation avec la santé, et plutôt l'activité physique et la santé cette fois-ci. Et on va voir une chose assez importante, et puis il y a eu un rapport récemment justement, donc je vais vous en reparler un petit peu, de tout ce qui est sédentarité et lien avec la pratique physique. Quel est l'impact de la sédentarité? Qu'est-ce qui est intéressant quand on fait de l'activité physique? Quel est le lien entre les deux? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard? Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et on va voir justement qu'il y a une balance entre les risques et les bénéfices qui peut être, on va dire, remis à zéro ou alors être rebasculé. Et pareil, ça marche à tout âge. Qu'on soit un enfant, qu'on soit une personne âgée, dès qu'on commence de l'activité physique, c'est bénéfique de toute manière. Et si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas à m'arrêter, comme ça, c'est plus simple. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre ce qu'on appelle la sédentarité et l'inactivité physique? Parce qu'on entend les deux, mais ça ne veut pas dire la même chose pour les deux. Sédentarité, ça veut dire vivre un peu isolé, et puis l'activité, c'est pas faire du tout de l'activité physique, enfin, pas grand-chose. C'est vivre dans le même endroit. Rester couché. Alors, c'est pas simple, justement. La sédentarité, c'est vraiment quand vous allez avoir une dépense énergétique qui est inférieure à ce que l'on fait lorsqu'on est couché, au quotidien. Par contre, l'inactivité physique, c'est que vous faites de l'activité, mais d'une manière inférieure au niveau qui devrait être le vôtre chaque jour. C'est la petite différence. Donc l'inactivité, c'est par rapport au seuil d'activité physique recommandé. Ça, on en reparlera un petit peu, ce que préconise l'OMS. Mais ça veut dire que vous êtes en dessous. Vous avez de l'activité physique, mais pas assez pour en retirer des bienfaits sur la santé. Par contre, quand on est sédentaire, cette fois-ci, on parle de comportement sédentaire, c'est une personne qui va rester un peu comme le petit monsieur là. Je regarde le foot dans le canapé, j'ai une activité qui est inférieure à une activité de base quand mon organisme va fonctionner, parce qu'en plus, je vais consommer, je vais avoir un apport calorique, je vais avoir plein de choses qui vont arriver en plus. Et là, du coup, on sera sur de la sédentarité. Et la sédentarité, c'est quelque chose qui, on va se dire, se met sur du long terme aussi. Et à l'intérieur de la sédentarité, il y a encore autre chose. Il y a encore d'autres paramètres qui rentrent en compte dedans. Être sédentaire, assis dans le canapé, ou avoir un seuil inférieur, on va dire, c'est déjà pas très bien. Mais être sédentaire devant la télé, c'est encore moins bien. Il y a encore plein de paramètres comme ça. Ouais, surtout avec des chips, c'est compliqué. Des Ça, gâteaux, c'était dans le match de foot. ce qu'il faut. La bouteille de soda, les chips, donc là trop de sel, là trop de sucre, et là pas assez de dépenses énergétiques. Ça, c'est un comportement qui est sédentaire. Ça, c'est un comportement d'inactivité physique, parce que la personne, elle sort quand même. Vous voyez, quelque part, elle est même dans l'escalator, mais ça va travailler un petit peu quand même. Mais ce qui aurait été génial, c'est qu'elle passe par là. Ça, c'est mieux. Justement, c'est plus simple de monter que de descendre. Au bout d'un certain âge, il vaut mieux monter les escaliers que les descendre. C'est moins risqué et on fait travailler les muscles différemment. Ça, on va en reparler après, tout à la fin, quand je vous aborderai un petit peu le côté du muscle. Mais les deux choses-là, c'est à éviter. Mais celui qui a le plus à éviter, c'est celui-là. Il vaut mieux garder ça quand même. C'est mieux, malgré tout. Mais s'il y a des escaliers, il vaut mieux prendre les escaliers. Pourquoi c'est intéressant de ne pas être sédentaire et pourquoi c'est risqué d'être sédentaire?
Ben, simplement, quand je suis sédentaire, je dépense moins d'énergie. Donc si je dépense moins d'énergie, normalement je dois moins manger, parce que j'ai moins besoin d'énergie. Sauf qu'en général, on ne change pas l'alimentation et ma masse grasse va augmenter et ma masse musculaire va diminuer. C'est un peu ce qu'on peut rencontrer aussi quand on fait un régime. Je fais un régime, mais je ne fais pas d'activité physique du tout à côté. Et ben, je vais perdre de la masse musculaire, je vais perdre de la masse grasse. Sauf que si je reprends du poids, je reprends que de la masse grasse. Et proportionnellement, ben, j'ai plus de masse grasse la seconde fois que la première, vu que j'avais perdu du muscle aussi. Donc quand on fait un régime, il faut toujours faire une activité physique pour transformer la graisse en muscle. Enfin, transformer. On remplace la graisse par le muscle et ça va permettre de diminuer la masse petit à petit. Ça ira moins vite, mais par contre on aura une meilleure forme, ça sera plus bénéfique d'un point de vue de l'organisme. Derrière, bah, obésité, surpoids, des conditionnements à l'effort parce que vous allez en faire encore de moins en moins. Hypertension, vous allez avoir l'hyperventilation, les dyspnées, difficultés respiratoires, donc vous allez faire encore moins d'activité physique. Fatigue musculaire qui va arriver plus rapidement vu que vous avez moins d'oxygène qui va être transporté vers les muscles, donc vous allez en faire encore moins. Vous allez avoir des problèmes articulaires parce que votre masse supplémentaire va sur les articulations, les ligaments, tout ça. Vous n'allez plus avoir envie de pratiquer parce que vous allez avoir encore plus de mal qu'avant, donc du coup, ça va vous démotiver. Il y a un cercle vicieux aussi au niveau de la motivation et au niveau psychologique. Le rejet du sport, justement, et de la pratique physique, on va en arriver jusqu'ici. Non-intégration sociale et scolaire, on va encore plus loin. Vous allez vous désociabiliser d'un groupe, des choses comme ça. Et du coup, la dépense énergétique diminue encore plus parce que vous allez en faire encore moins. Et vous avez l'augmentation de l'IMC, et du coup, on revient sur l'obésité. Donc c'est un cercle vicieux. Et quand on accompagne les personnes pour retrouver une activité physique, il y a aussi un accompagnement psychologique pour trouver quels sont les leviers motivationnels à la pratique d'une activité. Et la deuxième chose que vous voyez ici, c'est pas que le fait qu'on ne pratique plus trop d'activité physique, c'est aussi le fait que ici vous avez les heures d'activité quotidienne qu'une personne faisait comme activité en fonction des différentes années, parce qu'elles avaient une activité professionnelle qui était demandeuse aussi. Et là, vous voyez, il y a une chute. On est à environ 1 heure d'activité, alors qu'on était à 8 heures ici par jour. Donc je ne sais pas combien de personnes ont un travail, pour ceux qui ne sont pas à la retraite, où ils sont assis la plupart de la journée. On reverra ça combien de temps assis par jour et combien de temps d'activité physique il faut faire pour pouvoir avoir un niveau à peu près convenable. On va boire une bonne bière avant. On va entendre ça. Au niveau des risques de la sédentarité et de l'inactivité, c'est le 4e facteur de risque de mortalité à l'échelle mondiale, donc de tous les facteurs confondus. Et par contre, c'est la première cause de mortalité évitable. Donc c'est tout ce qu'on appelle les MT, c'est les maladies non transmissibles. Donc ça, c'est simplement vous, du coup, qui allez pouvoir agir dessus, sans forcément changer vos habitudes de vie autres que faire une activité. C'est responsable de 6% des décès dans le monde, donc c'est quand même énorme au final. Et en France, c'est 27% des cas de diabète de type 2, le fait de ne pas faire d'activité physique. Donc le diabète de type 2, c'est le diabète en lien avec tout ce qui est hyperglycémie, le sucre, toutes ces choses-là en fait. Tout ce qui n'est pas consommé parce que vous ne faites pas d'activité physique. 20 à 25% des cancers du sein et du côlon, donc c'est pas négligeable non plus. Et on reverra sur les cancers, j'en reparlerai un peu plus, en fonction de si vous êtes une femme, ménopausée ou non, un homme, l'activité physique peut prévenir ou peut vous permettre de mieux récupérer et surtout de ne pas refaire un cancer derrière. Et c'est 30% des maladies ischémiques, tout ce qui est en lien avec le cœur, le sang, toutes ces choses. Donc ça fait quand même beaucoup de risques de ne pas faire une activité en fait. Ce qui est important aussi, c'est chez l'enfant, parce que tout ce que vous avez pu faire enfant, ça vous aide quand même à aller un petit peu plus loin. Si on prend un enfant, on va développer ses différentes capacités fonctionnelles, cardio-respiratoires, musculaires, respiratoires, tout seul. Et en fonction de ce qu'il aura fait ou non, vous voyez, il y a 2 petites courbes. Ça, c'est l'enfant qui n'en aura pas fait. Ça, c'est l'enfant qui va développer ses différentes capacités. Selon la Fédération française, alors c'est pas de cyclisme, mais de cardiologie, en 40 ans, les enfants de 9 à 16 ans, eux, ils ont perdu 25% de leur capacité physique initiale. Donc, on est sur une problématique. Sur 800 mètres, ce que faisaient les enfants en 3 minutes, en 1971,
bah maintenant ils mettent 1 minute de plus. Et ça va aller de moins en moins bien. Donc 1 minute de plus sur 800 mètres, c'est énorme. 1 minute, quand vous faites 1 minute de silence, vous voyez le temps que ça passe. On ne se rend pas compte comme ça, mais ça, 1 minute en courant, pour un enfant en 40 ans, c'est un gouffre. C'est impressionnant. Pour l'OMS, c'est pareil. Tous les nourrissons et les enfants jusqu'à 5 ans qui sont en surpoids, dans le monde, c'est 32 millions en 90. On est passé à 41 millions en 2007. On a augmenté presque de 10 millions les petits bébés et les enfants très jeunes qui sont en surpoids ou en obésité. Ça aussi dû à l'alimentation. Et qu'ils soient en obésité, c'est pas forcément le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est que tout ça conditionne en fait leur vie future. Ils ont plus de chances de continuer à être obèses à l'adolescence et à l'âge adulte. Et ils vont développer énormément de complications, les maladies cardiovasculaires, forcément, puisque vous allez avoir toutes vos artères, vous allez avoir des plaques d'athérosclérose qui vont être dans les vaisseaux sanguins, vous allez avoir plein de choses de ce type-là. La résistance à l'insuline, donc ça veut dire qu'ils vont être forcément, hop, piqûres, pour pouvoir réguler leur taux de sucre dans le sang. Les TMS, c'est les troubles musculo-squelettiques et d'autres maladies qui vont être associées du coup. Donc là, c'est le surpoids qui va agir sur le développement des cartilages osseux et tous ces cartilages des articulations. Différents cancers aussi, ça peut être de l'endomètre pour les filles, sein, côlon. Ça, c'est tout des... Vous ne les aurez pas forcément jeunes, mais par contre, vous aurez un risque qui sera plus important en fait en grandissant. Et énormément d'incapacités sur des capacités respiratoires, des choses de ce type-là. Maintenant, si on prend et qu'on continue pour les adultes, donc mon enfant qui a développé ses capacités physiques fonctionnelles, bah lui, petit à petit, s'il continue à les entretenir, son seuil de dépendance va arriver beaucoup plus tardivement. Par contre, l'enfant qui n'aura rien fait, et à l'âge adulte, si on continue à ne rien faire, l'obésité continue à se développer, les capacités ventilatoires diminuent encore, etc. Et on va rentrer au niveau de la personne âgée dans un seuil de dépendance, d'incapacité, et ça c'est des personnes qu'on est obligé de placer en maison de retraite parce qu'elles ne peuvent plus être dépendantes, elles ne peuvent plus s'occuper d'elles-mêmes. Et on sait que le placement en maison de retraite, au lieu que ça continue à chuter linéairement, la rentrée en maison de retraite, il y a une chute encore pire. Et il y a un déconditionnement qui se fait encore plus énorme. Donc c'est pour ça que l'enfant, c'est une partie très importante. Tout ce que vous allez faire là, c'est aussi important. Parce que vous avez développé vos capacités, vous êtes ici, vous ne faites plus rien, vous allez faire ça. Pareil. Donc c'est tout au long de la vie qu'il faut continuer. Et depuis quand est-ce qu'on sait que du coup l'activité physique, elle est bonne pour la santé? Si vous avez une petite idée. Si, 7 ans. Ouais, non. Je crois que c'est ça. Tout le monde a pris pensé en 1989. Vous pensez que c'est bénéfique? Ouais, sûrement. 89, 90. 89, 90. Cicéron. Oh bah oui, bah. Cicéron, c'est pas pareil. C'était plus ancien. Oh là là là. C'était 90. Il disait l'exercice et la tempérance préservent notre vitalité, même à un âge avancé. Et il fallait le croire quand même, parce que bon, à cet âge-là, il a quand même vécu 60 ans. À cette époque. 60 ans à cette époque, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça fait au moins Jeanne Gallimand, quoi, aujourd'hui, à peu près. Ouais, on va voir, il est encore mieux à la même époque. Ah bon? Et par contre, depuis 2016, en France, c'est reconnu dans la loi. Ouais. C'est pas... Voilà, on n'est pas encore très bon. Et pour l'instant, c'est pas tout le monde, c'est que les AID, c'est les affections de longue durée. Donc obésité, cancer, diabète, des infections, enfin toutes des pathologies comme ça, Alzheimer, Parkinson. Et dans la loi, ils disent c'est le médecin qui va pouvoir prescrire de l'activité physique, mais on ne sait pas encore comment est-ce que ça va être vraiment financé. Pour l'instant, l'ARS, l'Agence régionale de santé du Grand Est et puis la région Grand Est ont réfléchi à un dispositif où on va pouvoir justement payer les personnes qui vont intervenir pour faire de l'activité physique au lieu de prendre des médicaments. Sachant que dans certaines pathologies, les médicaments sont moins efficaces que de faire de l'activité physique. Sauf que c'est plus facile de prendre un médicament que d'aller courir ou de faire de l'activité. Et l'autre, qui n'était pas trop mauvais non plus, donc là on est encore plus avant, lui il avait plus 80 ans,
il était encore plus en forme, et il dit que c'est le manque d'activité qui détruit la bonne condition de l'homme, et que le mouvement et l'exercice méthodique et préservent justement cette bonne condition physique. Donc il allait encore plus loin et même avant. Donc c'est pas nouveau, c'est juste que ça coûte de l'argent, et avant qu'on fasse quelque chose, on regarde déjà combien ça coûte et est-ce qu'on a le financement actuellement. Les bénéfices de l'activité, ils sont assez importants et ils peuvent être très rapides. Si on prend le 14, enfin, je vais déjà vous écrire, pardon, la pompe, ça c'est le nombre de minutes d'activité physique que vous allez faire par jour. Ici, c'est toutes les causes de mortalité confondues. Donc c'est la réduction. Si vous êtes ici, vous avez 30% de réduction des mortalités confondues. Si on prend un quart d'heure, 14%. Si vous faites une activité physique modérée. Si vous faites une activité physique intense, on remonte ici, on est presque à 25%. On vous diminue d'un quart vos risques de mortalité en faisant un quart d'heure d'activité physique par jour intense. Donc c'est pas grand chose. Intense, alors on va le revoir un petit peu plus tard, c'est différents niveaux. Si on est sur du modéré, on fait travailler la capacité aérobie, on fait on va augmenter votre fréquence cardiaque, mais on ne passe pas les 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Si on est sur de l'intense, on peut aller un peu plus haut et on va faire aussi du renforcement musculaire contre résistance. C'est d'autres procédés. Mais juste un petit quart d'heure de je fais une activité, j'élève mon niveau cardiaque, je vais avoir un peu plus de mal à parler et à respirer. Ça, c'est l'indicateur. Si vous marchez à plusieurs, à partir du moment où vous commencez à avoir des difficultés à parler et à marcher, c'est que vous êtes au bon rythme. Et il faut rester comme ça. Et donc du coup, si on augmente, on voit qu'à partir de 90 minutes environ par jour, il va y avoir un plateau. Au-dessus, ce n'est pas bénéfique pour la conservation de la santé. Alors, je vais rentrer un petit peu plus loin, je vais vous montrer ce qui se passe en fait sur différents niveaux, le cœur, les poumons, tout ce qui est métabolisme. On va voir aussi pour les cancers, quel est le lien entre l'activité physique et puis ces différentes pathologies. Si je ne fais pas de pratique physique, je vais manger, mais je vais apporter plus que ce que j'ai besoin au niveau dépenses énergétiques. Si j'apporte plus que ce que je dépense, je vais augmenter ma masse grasse. Parce que mon corps, il est fait pour stocker en fait ce que je lui apporte en trop. Si je lui apporte en trop, lui, il interprète comme quoi derrière, je vais avoir normalement une restriction. C'était par exemple si on prend les ours qui hibernent, ils stockent, parce que derrière, là, je vais l'utiliser. Sauf que nous, on n'hiberne pas, donc on utilise normalement en direct. Si je stocke de la masse grasse, je vais arriver sur du surpoids. Je vais arriver sur du surpoids et petit à petit, je vais monter sur l'obésité. Et c'est là qu'on va avoir toutes les complications les plus importantes. Les personnes qui ont une obésité, elles ont 3 fois plus de risque de mortalité par les maladies cardiovasculaires. Et 2 fois plus de risque sur toutes les maladies confondues. Donc c'est quand même assez énorme, juste avec de l'obésité, qui pourrait être traitée assez facilement. Enfin, assez facilement. Physiquement ou psychologiquement, c'est différent. Surpoids obésité pour les enfants entre 3 et 17 ans, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est prédictif à 70% de leur obésité à l'âge adulte. Donc ça c'est pareil, il n'y a que 30% des enfants qui ont un surpoids ou une obésité quand ils étaient petits qui arrivent à s'en sortir après la croissance. Un excès de 3,9 kg chez un enfant de 7 ans, c'est pas énorme comme ça, mais 4 kg chez un enfant de 7 ans, c'est quand même pas mal déjà. Ça majore son risque cardiovasculaire de 10% à l'âge adulte. Déjà qu'il va y avoir plein d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte. 10%, si on peut les enlever, c'est pas mal aussi. Et ensuite, le plus compliqué pour la vie de tous les jours, c'est la résistance à l'insuline qui va se développer avec un diabète de type 2 en fait, chez ces enfants. Et du coup, ils vont être sous piqûre tout le restant de leur vie. Et ils vont devoir surveiller leur décès. Pareil, ce qui peut être bénéfique quand même, chez les sujets qui ont un risque élevé de développer un diabète de type 2, donc c'est plutôt les personnes obèses, du coup, marcher 2h30 par semaine à une intensité modérée, et ça diminue le risque de diabète de type 2 de 65%. Donc chez des personnes qui vont avoir une activité, 2h30 par semaine, c'est pas énorme non plus, vous allez faire une marche qui peut durer 1 heure, vous allez faire une autre marche en fin de semaine ou des choses comme ça peut se faire, et ça, c'est indépendant de ce que vous mangez et de votre IMC. C'est-à-dire que simplement l'activité physique sans changer autre chose
et bien déjà, vous allez diminuer de 65% votre risque de diabète de type 2. Ce qui est important, ça c'est la courbe de poids justement chez les enfants dans le carnet de santé. Moi je demande à mes étudiants, est-ce que vous avez déjà regardé votre carnet de santé? Est-ce que vos courbes elles sont remplies? Il y en a plein qui me disent, bah non, il n'y a rien dedans, etc. Je dis, bah c'est pas bien, vos parents ils s'en foutaient un peu de vous. Parce que ça c'est important. C'est important parce qu'on va pouvoir surveiller. Si l'enfant il est là, mais que ça revient dans la normale, c'est les lignes qui sont ici. C'est pas très grave. Par contre, si l'enfant il continue à rester sur une courbe ascendante comme ça, bah justement ici on est sur une obésité majorée, ici on est sur de l'obésité, ici on va être sur un surpoids. Et du coup, avec tout ce que je vous ai montré juste avant, bah vous savez que l'enfant il va avoir des complications au fur et à mesure dans sa vie. On a parlé un peu d'IMC, mais l'IMC c'est pas l'un des meilleurs indicateurs, parce que si on prend une personne très musclée, il peut avoir le même IMC qu'une personne obèse. Parce que l'IMC prend en compte votre poids et prend en compte votre taille. Et c'est tout. Par contre, ça ne prend pas en compte votre masse grasse, votre masse musculaire. Si vous voulez prendre en compte votre masse grasse et votre masse musculaire, vous allez à la pharmacie, vous demandez une balance impédance mètre, par exemple. C'est une balance qui fait passer un courant dans votre corps, et ça permet de savoir votre taux de masse maigre, de muscle, de masse grasse, d'os, et puis ça vous permet aussi de savoir la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est la moins bonne. Une fois que vos organes sont entourés de graisse, là c'est pas bon. Je vais vous montrer c'est une radiographie derrière. C'est une personne qui est restée 2 ans alitée, sans bouger. Ils l'ont mis debout pour faire des radios. Il a dû rester 2 semaines de plus alité sans rien pouvoir faire à cause de son surpoids du coup. Vous voyez, en foncé, c'est son squelette. Et cette personne, il pèse 450 kg. Vous voyez que le squelette, il est minuscule par rapport à son corps. Vous voyez que les péronées, ils sont déformés. La contrainte au niveau de ses genoux, elle doit être énorme. Ça doit être horrible. Donc vous comprenez mieux pourquoi les cartilages sont abîmés. Et tout le poids au-dessus ici du bassin, c'est réparti sur une arche entre les deux, ici, entre vos 2 hanches du coup. Donc c'est lui, je pense que s'il restait debout, il aurait plus de hanches. Il aurait une hanche en titane de chaque côté, les genoux déglingués avec une prothèse de chaque côté. Sauf que quand on veut vous opérer, bah, il faut perdre de la masse, sinon on ne vous opère pas, parce que derrière vous ne pourrez jamais vous en remettre. Donc c'est pas utile. Mais voilà, juste le verticaliser comme ça, le mettre, hop, on prend 2 radios, on fait un petit tour, on vous ramène, 2 semaines alité derrière, parce qu'il n'était pas bien. Donc il peut absolument plus marcher, quoi. Ah non, aussi. Et il peut marcher, mais sortir du lit pour aller dans le lit qui est à côté. D'accord. Parce que je pense, au niveau de la masse musculaire, il ne peut pas y avoir grand-chose. Et lui faire ça, je pense qu'en descendant, les 2 os, ils cassent. Je pense que les 2 têtes, là, ça... La tête de fémur, bah là, ici, alors si on prend, il doit avoir un peu plus de 350 kg répartis ici et ici. Donc sur chaque côté. Imaginez 350 kg au total répartis sur vos hanches. Ça ne doit pas être simple tous les jours. Et vous voyez pareil, comment dire, la colonne vertébrale qui doit supporter tout le reste au-dessus. Donc ça c'est toutes des contraintes. Plus vous allez avoir de masse à supporter, plus vos os vont être endommagés aussi. Justement sur les seuils d'activité, ce que c'est qu'une activité modérée, une activité soutenue, vous avez un petit truc simple qu'on appelle les mètres. Les mètres, c'est des équivalents métaboliques en fait. Quand je suis sur 1 mètre, c'est l'équivalent je dépense en énergie quand je suis au repos. Quand je suis sur 5 mètres, je dépenserai 5 fois mon énergie de repos en fait. Et vous voyez ici, pour les sédentaires, c'est quand on fait une activité qui est inférieure à 3 mètres, et on va monter. Quand on fait une activité supérieure à 9 mètres, on est sur une dépense très élevée. Le but, c'est pas forcément de faire ça tous les jours, mais c'est d'avoir plutôt une moyenne qui est faite plusieurs fois dans la semaine. Et au final, on cumule tous ces mètres-là pour savoir combien j'ai dépensé. Si on prend un petit exemple, dans les trucs qui ne donnent pas beaucoup, c'est se doucher, se raser, le bowling. Quand on fait bowling dans la famille le dimanche après, il y a le piano, il y a frapper à la machine. Alors, activité sexuelle de manière douce, ils l'ont mis là. Si on remonte un petit peu, la marche rapide à 7 km/h, donc là c'est quand vous allez commencer déjà à avoir un petit peu plus de mal à parler et puis respirer en même temps. Donc là on est sur une activité à intensité modérée. Vous avez du bricolage, là vous avez du bricolage mais c'est je porte des choses un peu plus lourdes.
Quand je vais ici, je suis sur de la course, mais à 11 km/h. Donc 11 km/h, c'est pas mal. Hein. Voilà. Porter des charges lourdes, donc toutes des choses de ce type-là, un déménagement. Ici, on est sur des choses beaucoup plus importantes. Le jardinage? Oui, j'allais demander jardinage. Jardinage, il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici. Ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend de ce que vous faites. Voilà. C'est tailler le rosier. Si vous taillez le rosier en vous mettant comme ça, là, si vous mettez en taillant comme ça, Et et tailler, ramasser les herbes et tout ça. ah oui, aussi. C'est bien le ménage. Et le ménage. Très bien, très bien. Le ménage doit être domestique, dépoussiéré. On a par exemple ici laver les vitres. Et ça, c'est les vitres à hauteur. Ouais. Par contre, si on rentre plus loin, c'est porter des charges en montant les escaliers, c'est grimper les escaliers. Là, c'est balayer lentement, par exemple, cirer le parquet. Ah, c'est ça, quoi. Ça, c'est on est sur le... Par contre, si vous êtes employé, que vous êtes femme de ménage, là, on passe ici. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Parce que c'est pas le même métier. C'est ça. 1 mètre, du coup, c'est 1 kilocalorie par kilogramme par heure de dépensée. En gros. Chez un adulte de 70 kg, on va avoir besoin d'à peu près 1680 kilocalories par jour. Donc ça, c'est ce que vous devriez manger normalement, simplement pour renouveler votre on va dire, apport énergétique quand vous seriez au repos. Imaginons que je prends une personne qui va faire du vélo à 16 km/h, c'est pas très demandant, il est à 4 mètres, il doit être au milieu ici. Pour 1 heure à cette vitesse, je vais dépenser du coup 70 kg, multiplié par 1 heure, multiplié par 4, 280 kcal. Donc 1 heure de vélo tranquillement, hein, sans les montées sur du plat, donc c'est pas énorme, hein. Là c'est l'équivalent de ça. Seulement. C'est pas mal. C'est pour vous dire que ce petit truc là, Il faut y aller quand même. eh ben, ça... Pendant 1 heure pour l'éliminer. Voilà, tu ne mettras pas 1 heure pour manger l'hamburger. Non, vous aurez faim très vite derrière aussi. Ne mange pas un burger vegan. Là on est à 219, 510, là on est à 280, il faut faire 2 fois. Ah oui, Oui, 2 heures de vélo, pardon. 2 heures de vélo. 2 heures de vélo pour éliminer un petit zigzag. Ça serait la fin dans 5 heures. Le problème c'est qu'il y a le coca, il y a les frites, il y a le dessert, il y a la sauce. Donc en fait, quand vous mangez vous allez au McDo, derrière vous savez que c'est foutu pour la semaine. Et la natation? La natation, c'était dans les... La natation, ça dépend à quel niveau vous allez aussi. Si c'est natation, j'ai ma planche et je discute avec la copine à côté, on sera plutôt vers ici. Par contre, si je monte dans la natation plus haut, là, crawl lent, donc là j'ai vraiment la tête dans l'eau, j'ai les difficultés respiratoires, il y a toutes les choses comme ça, là je monte un peu plus haut quand même. Et quand on en fait en compétition, on est en dehors. Ça c'est pour les personnes, c'est une activité physique régulière qu'on pourrait faire, c'est pas de l'entraînement. Et les risques de mortalité, quand vous avez une activité qui est aux alentours justement des 4 mètres, on la diminue d'un facteur 4. Vous pouvez la diviser par 4. C'est déjà pas mal. Les sujets qui ont une capacité supérieure à 10 mètres, donc c'est tout ce que je vous ai montré sur la semaine, hein, eux, par rapport à ceux qui ont une capacité inférieure à 5 mètres. Donc en gros, si je suis ici, par rapport à une personne qui est ici, j'ai 4 fois moins de risque par rapport à lui. Donc, si vous prenez, si on veut arriver à 10 mètres, je vais aller marcher à 4 km/h pendant un petit bout de temps, je vais me doucher, je vais faire du ménage, je vais faire des choses, je vais aller une fois à l'aquagym, voilà, je suis déjà bien. Pour être aux alentours de mes 10 mètres sur la semaine. Sur les cancers, pas mal d'études sur ça justement. Et en 2006, c'est la Société américaine de cancérologie qui disait justement que faire une activité physique, ça pouvait prévenir les risques de cancer et ça pouvait aider aussi à tout ce qui est phénomène de guérison. Si on prend avant qu'un cancer se développe, l'activité physique régulière, elle va diminuer de 25% vos risques d'un cancer du côlon chez les hommes. Et on a ce qu'on appelle un effet dose-réponse pour certaines études, pas toutes, donc ça encore à vérifier. C'est-à-dire que plus vous allez faire d'activité physique, plus vous allez avoir de bénéfices. Mais ça, elles n'arrivent pas à tout le montrer. Quand je fais 30 à 60 minutes d'activité physique par jour, intensité modérée à intense,
mais sous 25%, là, je peux réussir à aller jusque ça. Et dans certaines études, on monte encore plus haut. Pour le cancer du sein chez la femme, c'est pareil, on a un effet dose-réponse. Plus je fais de l'activité physique, moins j'ai de chances de développer le cancer. Pour les femmes qui sont ménopausées, on est entre une chute de 20 à 70% quand je fais de l'activité physique. Chez les non-ménopausées, c'est moins, c'est entre 15 et 20, parce que vous avez encore toutes les hormones qui sont en fonctionnement et qui travaillent dans le corps. Par contre, chez la femme ménopausée, il n'y a plus toutes ces hormones. Donc dès que je vais faire de l'activité physique, le bénéfice va être important aussi. 3-4 heures par semaine d'activité physique d'intensité modérée, ça baisse justement ce risque de cancer du sein. Et là, on est entre 9 et 14 mètres sur la semaine. Donc c'est ce que je vous disais, quand on est aux alentours des 10, on est plutôt pas mal. Si on regarde après, donc j'ai eu un cancer, je suis en rémission, ou alors je suis en train de me soigner pendant que j'ai ce cancer. L'activité physique après le traitement du cancer, elle va vous baisser les risques de récidive. Alors ça dépend des études, mais entre 25 et 60% de chances en moins de ravoir le cancer. Donc chez les femmes, ça marche très bien chez les femmes qui ont un cancer du sein. Pendant qu'elles sont en train d'être soignées, on leur fait faire de l'activité physique parce que déjà on va permettre de récupérer, elles vont être moins fatiguées à cause de la chimio et à cause de toutes ces choses-là. La fatigue que vous récupérez pendant que vous faites votre traitement pour le cancer, on la garde pendant 5 ans derrière, s'il n'y a pas d'activité physique par exemple. Donc faire une activité physique, ça va vous aider à récupérer et en plus de vous prévenir de faire une rechute. La deuxième chose, c'est les effets délétères qui vont baisser quand je vais faire de la pratique physique. Donc c'était tout ce que je vous ai dit justement sur la récupération. Et en plus, votre risque de mortalité ah oui, de la baisse, pardon, j'avais peur. Non, j'ai mis la petite flèche dans le bon sens. Si vous avez une activité physique pendant que vous êtes en rémission de votre cancer, ou que vous aviez avant le cancer, si vous arrêtez, ou si vous diminuez, donc vous allez multiplier par 4 vos risques de mortalité à cause du cancer. Parce que du coup, vous avez emmagasiné, votre corps il est habitué à faire quelque chose, derrière vous ne faites plus rien, plus la maladie, plus les soins, hop, c'est encore pire qu'une personne qui n'avait rien fait et qui continue à ne rien faire, par exemple. Oui, mais si on en fait d'une manière moins intense, c'est quand même bien. Oui, bah, ça sera, parce que ce ne sera pas forcément moins intense, ça sera différent. C'est sûr que vous n'allez pas refaire des activités qui sollicitent énormément le système musculaire et toutes ces choses-là. Par contre, énormément de sophro, de yoga, ça marche bien. Toutes les techniques respiratoires, toutes des choses comme ça en fait. Pour surtout jouer sur la récupération. Et la dernière chose, c'est ce que je vous disais, il y a un effet dose-réponse pour la fatigue, justement pour des sessions de moins de 60 minutes. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire plus que 60 minutes par jour. Vous aurez un effet délétère, vous allez faire davantage fatigue. Par contre, en dessous de 60 minutes, on a des effets positifs. Et un point qui est important, c'est en France, donc il y a 10 ans, je n'ai pas retrouvé d'études plus récentes actuellement, mais les cancers qui sont attribuables au manque d'activité physique chez les femmes, c'est 21%. C'est presque 11 000 cas de cancer qui sont développés chez une femme parce qu'il y a un manque d'activité physique. Donc c'est pas négligeable, on va dire. 11 000 cas sur ce qu'il y a dans l'année, c'est assez énorme. L'important aussi, c'est sur le cercle, on va dire, vertueux de la pratique physique quand vous avez un cancer ou quand vous êtes en rémission. C'est que votre masse musculaire, elle va augmenter, vos capacités respiratoires, toutes ces choses-là, on va continuer à travailler dessus. Derrière, vous allez avoir l'autonomie qui va pouvoir revenir. On va travailler sur votre schéma corporel aussi, représentation du corps, toutes des choses comme ça qui sont importantes. La fatigue diminue, l'IMC diminue, la douleur diminue aussi, parce que vous allez libérer des hormones qui vont permettre de diminuer cette douleur. Le sommeil va être meilleur, les humeurs aussi, transit aussi. Et derrière, c'est plus facile sur la réinsertion sociale, familiale, professionnelle, toutes ces choses-là. Et si vous continuez, ça va faire que s'améliorer. C'est l'inverse de celui que je vous ai montré au début, où on va se sédentariser, puis on va arriver, ça va être de pire en pire. Et l'important, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est augmenter la qualité de vie de la personne. Pour le cœur, il y a plusieurs choses. Ce qui est préconisé, c'est au moins 10 minutes d'activité continue, et en cumulé, il faut qu'on arrive à 30 minutes par jour. Ça permet quoi? D'augmenter les performances de votre cœur, donc il va battre pas forcément plus vite, il va être plus musclé, il va envoyer plus de sang à votre corps, à vos muscles, il va se fatiguer moins vite aussi.
Donc vous allez avoir une vascularisation et une densité de capillaire qui va être supérieure, puisque plus il y a de sang qui arrive, plus je vais faire de petits vaisseaux. Chez un fumeur, par exemple, qui ne fait pas d'activité sportive, c'est les petits vaisseaux, les petits capillaires qui sont au bout des doigts qui se détruisent, et au bout des pieds aussi. Et si vous ne faites pas d'activité physique, bah, petit à petit ça remonte, et vous allez avoir les doigts de plus en plus froids, parce que justement ils ne sont pas vascularisés. Et c'est pareil avec les différents organes. La stabilité du système électrique, c'est-à-dire que votre cœur il va battre normalement. Ça nous permet, quand on fait des études, les différents battements ou les différents... je pourrais appeler ça le champ électrique, mais les courants électriques qu'on va enregistrer, en fait, vous avez ce qu'on appelle de la variabilité cardiaque. Plus votre cœur est capable de s'adapter à cette variabilité, plus ça a des indicateurs en fait aussi. La fluidité du sang qui va augmenter, et du coup qui va limiter le nombre de thromboses et les risques de thrombose, de tous ces petits déchets qui vont pouvoir s'accumuler. Et ça diminue de près d'un quart vos risques de décès cardiaque, donc d'infarctus. Donc c'est pas négligeable non plus. Ça va sur C'est 10 minutes jusqu'à 30 minutes par jour. Et c'est 10 minutes minimum, 3 fois. Ça peut être 15, ça passe. 25, 5, n'importe. Sur le muscle, vous avez ici, ça c'est votre force que vous allez développer. Alors le 100%, c'est quand je développe une force qu'on appelle isométrique, c'est-à-dire que ma jambe elle bouge pas par exemple, ou les releveurs de mes doigts là, je pousse contre ma main et il n'y a rien qui se passe. Là j'ai une contraction isométrique de mes différents muscles ici. Quand je suis en contraction concentrique, cette fois-ci, c'est quand je vais par exemple rapprocher mes doigts vers l'intérieur de la paume de ma main. Quand je vais avoir une contraction excentrique, c'est quelqu'un qui va me pousser les doigts vers l'extérieur et moi j'essaie de résister. C'est comme quand vous descendez, enfin ça c'est monter un escalier, ça c'est descendre un escalier, si on veut, pour vos cuisses. Pourquoi est-ce qu'on développe plus de force en excentrique? C'est simplement que quand je résiste à la contraction, je recrute moins de fibres musculaires, mais je demande plus de force. Donc ça, c'est ce qu'on ne fait pas chez les personnes âgées ou les personnes qui ne sont pas entraînées, parce que c'est le meilleur moyen pour les blesser en fait. C'est pour ça que je disais c'est mieux de monter les escaliers que de les descendre tout à l'heure. Donc là-dedans, vous avez le 100%, et puis vous voyez qu'avec l'âge, bah, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça fait que diminuer. Et vous avez une perte de masse musculaire qui est près de 2 kg tous les 10 ans chez l'homme, et qui est d'un peu plus d'1 kg tous les 10 ans chez une femme, si vous ne faites rien. C'est-à-dire que mon capital, moi ici, où je ne suis pas très épais, si je fais rien, j'aurai pas grand-chose à la fin de ma vie. Et ceux qu'on perd le plus, c'est ceux-là. Ceux-là, il faut les travailler. Donc quand vous sortez du lit le matin, hop, on fait quelques squats, on travaille les cuisses et les fessiers. Chez les hommes, on le voit. Vous avez le cul, comme on dit, bien rond, et après il est tout plat dans les pantalons. Et c'est les mamies qui disent tu remplis plus ton pantalon. Parce qu'en fait, c'est les muscles qu'on perd. C'est à chaque fois ce que j'entends. À 30 ans, on a environ 45% de notre masse, c'est du muscle. Ça, c'est un muscle d'une personne de 30 ans, au niveau de la cuisse. Et vous avez le fébrile. À 60 ans, c'est 27%. Donc c'est plus aidant. Il y a 2 tiers des femmes et 1 quart des hommes de plus de 70 ans qui sont incapables de soulever une charge de 4 kg. Et ça, c'est un fort indicateur, justement, d'entrée dans la dépendance. Tout ce que vous avez ici, ça c'est un muscle, une section de muscle pareil, c'est la cuisse d'une personne de 60 ans. Tout ce qui est en blanc, c'est de la graisse. Et vous voyez que le tissu adipeux, il est venu à l'intérieur du muscle aussi. Mais ce n'est pas irréversible. Vous avez une diminution de force qui avoisine les 14% tous les 10 ans. Ça c'est pareil, c'est assez énorme. Et vous allez avoir en plus ce qu'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est une destruction des fibres musculaires et il n'y a pas de renouvellement de ces fibres-là. Ce qui va être intéressant, c'est qu'ici vous avez un triathlète jeune, donc vous voyez, il y a du muscle, ça marche bien. Ici, c'est une personne totalement sédentaire de plus de 70 ans, il n'y a plus grand-chose. Et ici, c'est une personne de 70 ans qui fait du triathlon. Ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Pas forcément du triathlon. Quand on vieillit, mais nager, vélo, c'est bien. Moins le vélo quand on commence à avoir les problèmes d'équilibre, mais courir, voilà, c'est pas...
Les étudiants, je leur dis, ne mettez pas les personnes âgées sur les tapis roulants, c'est des chutes mémées. C'est pas, on met sur vélo plutôt. Vélo, piscine, c'est bien, ça marche bien. Et en plus, vous allégez le poids de votre corps dans l'eau, vous êtes un peu plus supporté, les personnes sont en confiance et elles ont des problèmes d'équilibre. Donc c'est pas irréversible. Hein. À 65, 70 ans, les cuisses comme ça, c'est pas mal. L'autre chose auquel on pense moins, c'est les os aussi. On part avec un capital osseux qui se développe, qui se développe, qui se développe. Et quand on va arriver à mon âge, c'est foutu, il se détériore. Donc tout ce que vous avez emmagasiné avant, sur cette période de croissance, c'est pour ça que l'alimentation, la pratique physique est importante pour les enfants. Parce qu'on développe en même temps le système cardio-respiratoire, les muscles et les os. Parce qu'après, hop, ça ne fait que descendre, que descendre, que descendre. Et vous voyez qu'un enfant actif ici, un garçon, il a un niveau assez haut. Un garçon sédentaire, il est déjà beaucoup plus bas. Pareil chez une fille. On voit la différence entre les deux. Et si on regarde, il y a une zone entre 45 et 50 ans. C'est à ce moment-là où il y a la plus grosse chute en fait. Donc ici, il faut continuer la pratique sportive pour justement continuer à avoir une pente un peu plus faible qu'une pente qui pourrait aller beaucoup plus vite. L'ostéoporose, c'est un peu comme la sarcopénie pour le muscle, on va dire, c'est la destruction de l'os. Votre os, c'est un peu une caverne avec plein de filaments qui sont croisés, comme ici. Et en vieillissant, votre os il devient de plus en plus poreux. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de fractures quand vous vieillissez. Parce que l'os, il est de moins en moins solide. Sur les os, pour freiner la perte osseuse, simplement une activité de loisir, c'est déjà bien. Ça le permet. Votre densité osseuse, on peut l'augmenter de 40% si vous avez une activité soutenue, quand vous êtes avant, les 45-50 ans. Par exemple, la course à pied, tout ce qui est saut, toutes ces choses-là, on va en fait, dès qu'on va taper l'os quand on est jeune, on va avoir des chocs, ça reproduit de l'os. Par contre, ça le fait de moins en moins en vieillissant. Au niveau de la réduction des fractures, c'est 30% de moins chez les femmes de plus de 65 ans qui ont 10 heures d'activité ménagère, c'est une vieille étude, par semaine. Et moins 40% chez les personnes qui marchent plus de 4 heures par semaine. C'était une vieille étude. Et ce qui était important, c'est les exercices avec des charges ou des chocs. Comme je vous ai dit, la corde à sauter, les sauts, la course, parce que justement, faire des sauts, taper à chaque fois les pieds, ça renforce l'os. Ça marche de moins en moins, mais ça marche très bien au début. C'est bien ou pas bien? C'est bien quand on est jeune, et quand on vieillit, il faut le faire de moins en moins quand même, parce que c'est plus traumatisant. Jusqu'au moment où on a les 45-50 ans à la perte. 60 ans à 7 mois déjà. Et quelle que soit la durée, ça va pas être la durée, ça va être plus la fréquence, les répétitions, les nombres de fois par semaine, les hauteurs, c'est pas mal d'autres paramètres. Sur les capacités respiratoires, on va avoir une atrophie aussi des muscles respiratoires. Vous avez votre diaphragme qui vous permet aussi d'expirer. Vous avez tous les muscles intercostaux qui vous permettent d'écarter ou de renforcer et de resserrer votre cage thoracique. Et tous ces muscles-là, si vous ne les utilisez pas, pareil, ils se désentraînent. Donc vous allez avoir une diminution de leur force. Vous allez avoir une diminution, ça arrive, mais on peut lutter un petit peu plus contre. La compliance de votre cage thoracique, c'est sa capacité à s'étendre, à revenir en place. Et l'élasticité pulmonaire aussi. Vous avez un réflexe physiologique en fait. Si vous ne faites rien, au bout d'un moment, vous allez faire... Parce que vous allez aller recruter toutes les petites alvéoles qui sont profondes et que vous n'utilisez pas en temps normal. Et le but, c'est d'utiliser toutes ces petites alvéoles pour garder votre capacité pulmonaire au maximum. Sauf que ça diminue aussi, et vos poumons vont avoir de plus en plus de mal à se remplir. Votre capacité ventilatoire qui va diminuer, qui va chuter même, et vous allez avoir 50% de vos capacités ventilatoires qui vont chuter si vous ne faites rien. À 20 ans, on est environ à 140 litres par minute d'oxygène inspiré, expiré. À 70 ans, on va être à 65. Ça, c'est quand on fait une activité. Ça, c'est quand on est plutôt pas mal. Mais si on fait rien, et si on fume en plus? Si vous faites rien, ça va donner ce que... Il y a un petit graphique qui va arriver. Ça fait comme ça. Et si en plus vous fumez, ça fait comme ça, et avec risque de cancer augmenté. Et puis vous allez avoir encore plus de difficultés respiratoires. Donc en fait, vous allez vous désentraîner encore plus rapidement qu'une personne qui fumerait pas. Il faut arrêter la cigarette.
Ce qu'on appelle le VO2 max, c'est le volume d'oxygène maximal que vous pouvez échanger en 1 minute à l'intérieur de votre corps. Donc en 30-40 ans, on a dit, sur la VO2 max, on est entre 30 et 60 millilitres par kilogramme par minute de change. Quand je vais y vieillir, je vais pouvoir descendre jusqu'à en dessous de 20 millilitres par kilogramme par minute. Quand je descends en dessous de 15, c'est la dépendance. C'est-à-dire que même me lever pour aller faire quelque chose, je vais déjà être essoufflé. Donc ici, vous avez un petit graphique. Les âges, là. Le VO2 max ici. Je suis jeune, je suis une personne entraînée, je suis en blanc, je suis à 50 environ. Hop, je suis entraîné, je vais arriver à 80 ans, je serai à 30. Donc je suis plutôt pas mal. Maintenant, je suis un jeune, je ne suis pas entraîné, je suis un petit peu en dessous parce qu'au début ça marche bien. Par contre, hop là, je vais descendre à 20. Et si je fume et que je ne suis pas entraîné, je vais faire ça. Ouais. Ça va pas être bon. Puis les bouteilles d'oxygène à tous les coups à ce moment-là, sous l'aspirateur. Ouais, et puis vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Ouais. Vous levez, etc. Déjà porter les bouteilles, il faut les travailler. Et puis fatigue musculaire, parce que vous avez encore moins d'oxygène, donc vous fatiguez encore plus vite. Donc vous vous désentraînez encore plus vite aussi. Absolument. Ça, c'est un peu vicieux. Par décennie, vous perdez 10% de vos capacités respiratoires, si vous ne faites rien. Avec entraînement, on peut arriver à 5% par décennie. Donc c'est plutôt pas mal. Et le seuil de dépendance, c'est ce que je vous disais, à partir du moment où vous passez en dessous des 15 ici, hop, vous ne pouvez plus être autonome. Donc c'est maison de retraite forcément. Et accompagné. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est si vous augmentez votre volume de VO2, du coup, de 3 à 4 millilitres par kilogramme par minute, donc c'est pas non plus énorme, hein, bah ça repousse de 5 ans la survenue de l'état de dépendance. Donc juste un tout petit peu d'entraînement, je vais réussir à recruter un petit peu plus, je vais réussir à avoir plus d'échanges gazeux, et ben ça va me permettre de repousser de 5 ans mon entrée dans la dépendance. Ça ne doit pas arriver par exemple. Je monte les escaliers, je suis essoufflé. Parce que là, les escaliers ils sont assez faibles, il y a une rambarde, et juste un petit sac à main. Si c'était les 2 cercles de course, et que les escaliers étaient assez importants et raides, ça peut passer. Ensuite, il y a autre chose auquel on pense moins. Quand je fais de l'activité physique, c'est bénéfique aussi pour mon cerveau et mon système nerveux. Quand je fais de l'activité physique, ici vous avez le débit ventilatoire, au repos, échauffement, effort, hop, et là ça va être la récupération. S'il est bon, on est à 2 minutes, normalement, hop, il devrait revenir un peu plus loin. Qu'est-ce que ça va me permettre? Eh bien, ça va me permettre d'oxygéner mon sang. Et quand j'oxygène mon sang, et bien, du coup mes neurones, eux qui ont besoin d'oxygène, ils vont pouvoir mieux fonctionner. Mes neurones, ils ont besoin d'oxygène et ils ont besoin de glucose, de sucre, pour pouvoir fonctionner. Ici, vous avez une représentation, c'est ce qu'on appelle une tractographie. La tractographie, en fait, c'est simplement on suit les différents neurones qui communiquent les uns avec les autres. Donc, par exemple, le neurone là, hop, il est relié, il est venu communiquer là. Celui-là, hop, il est venu communiquer là. Celui-là, il est venu là. Et on suit comme ça les différents neurones qui communiquent les uns avec les autres. Et on peut savoir comment le cerveau communique avec qui. L'autre partie, c'est ma fréquence cardiaque. Donc ma fréquence cardiaque, quand je suis au repos, échauffement, effort, récupération, elle va augmenter. Et ma fréquence cardiaque, ça va permettre d'augmenter ma perfusion sanguine. Donc augmenter le sang qui est amené. Ça va augmenter la pression aussi. Ça, c'est un point important, la pression. On va en reparler. Et ça va augmenter aussi mon apport nutritif. Plus j'ai de sang qui circule, plus je suis capable d'emmener des nutriments, du sucre à mes neurones. Et du coup, mieux ils vont fonctionner. L'augmentation de la perfusion cérébrale, je vous ai dit, elle est importante, parce que quand je vais augmenter la perfusion, je vais augmenter le débit, je vais augmenter les pressions sur mes vaisseaux sanguins. Et quand j'augmente la pression sur mes vaisseaux sanguins, on crée ce qu'on appelle un stress de cisaillement. Les vaisseaux sanguins vont être, les cellules endothéliales de mon vaisseau sanguin vont être stressées et elles vont libérer certaines hormones. Elles vont libérer ce qu'on appelle du BDNF. C'est un facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Ce facteur neurotrophique, en fait, il va aller dans différentes parties de mon cerveau et surtout dans l'hippocampe. Et l'hippocampe, qui est la petite partie qui est, bon, on ne voit pas bien, qui est derrière là, ça c'est moi, de l'intérieur. Ah, joli, hein. Pas mal, hein. Il manque rien. Non, ça va. J'ai mon cervelet, j'ai mon cerveau, j'ai mon cortex cingulaire, mon cérébral, ça va. Mes vertèbres, ça va. Je suis complet, non?
Et mon hippocampe qui va être à l'intérieur, qui va être caché un petit peu là, on ne le verra pas, c'est lui qui crée les nouveaux neurones. Donc quand vous naissez, vous avez plein de neurones, on en détruit plein pour faire de la réorganisation, mais en fait à partir de 30-40 ans, tous mes neurones ils ont déjà été recyclés. Vous avez des neurones qui vont se refaire tout au long de votre vie, on en refait de moins en moins, mais on en refait. Et ce BDNF, bah, il permet ça, il permet la neurogénèse, la création de neurones. Et du coup, ça va permettre et ça va favoriser ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est quand, par exemple, vous coupez ce doigt-là, chez sa représentation normalement sur, enfin du côté là plutôt, sur mon aire cérébrale motrice, si je l'ai plus, bah, mes neurones ils vont plus fonctionner, ils servent à rien, d'accord? Et ben en fait, les autres neurones qui commandent mes doigts-là, hop, ils vont venir empiéter dessus et ils vont reprendre cette place-là. Ça c'est de la plasticité cérébrale. Il y avait une personne aussi qui n'avait pas de cervelet. Elle est née sans. Elles sont 3 au monde pour l'instant connues. Elle est née sans cervelet. Normalement, on a de gros troubles. C'est celui qui commande l'équilibre, la parole, toutes les choses comme ça. Et elle a quand même réussi. Elle a des difficultés à l'apprentissage de la langue, mais elle a réussi à parler, elle marche, mais avec des troubles de l'équilibre. Mais elle n'a pas de cervelet du tout quand même. Donc elle y arrive. Et il y a une autre personne qui avait ce qu'on appelle une fuite du liquide cérébrorachidien. Donc c'est le petit. Votre cerveau il baigne dans un liquide. S'il ne baignait pas dans le liquide, dès que vous taperiez sur le côté comme ça fait pouf. On perdrait des neurones en fait. Donc là, votre cerveau qui baigne dans ce liquide, lui, cette personne, il avait une petite fuite qui envoyait encore plus de liquide et le liquide n'était pas récupéré. Et du coup, ça compressait petit à petit le cerveau. Et en fait, il lui restait ça au cerveau, tout le reste c'était du liquide. Sauf qu'il n'avait aucune séquelle. Parce qu'en fait, le cerveau, il s'est adapté petit à petit, il a compensé. Donc c'est plutôt bien foutu. Votre cerveau, après, il y a différentes choses qui peuvent arriver, Alzheimer, donc c'est la destruction petit à petit de votre système nerveux. Vous voyez ici, c'est un peu plus un gruyère que le cerveau là. La dépression aussi. Toutes les zones ici, c'est chez une personne saine qui sont activées quand on lui fait faire différentes tâches. Ici, c'est simplement les zones qui sont activées chez une personne dépressive. Donc chez une personne dépressive, l'hippocampe qui crée les neurones que je vous ai montré tout à l'heure, bah en fait, il va être atrophié. Il diminue encore plus quand on est dépressif. Et dès qu'on n'est plus dépressif, hop, il regrossit. Donc c'est pas irréversible. La dernière, c'est quand on a un AVC, par exemple, ici. Donc là, il y a dû avoir un épanchement sanguin, il y a dû avoir quelque chose, ça a tout pété partout. D'accord? Donc tout ça, tout ce qui est en noir, c'est plus fonctionnel. Et bien le cerveau, il est capable quand même de réapprendre, de réadapter. Et pour ça, on fait de l'activité physique adaptée, où on va stimuler, ici ça peut être la mémoire, ça peut être des capacités physiques d'imitation, d'inhibition. Dans la dépression, ça va être autre chose. Et chez l'AVC, ça va être, on va faire travailler le côté controlatéral pour essayer de compenser, etc. On peut faire pas mal de choses. Sur le système nerveux, ce n'est pas la seule chose. Ça va augmenter la transmission de l'information. Plus vous allez faire de l'activité physique, plus ça va être facile de transmettre de l'info. Et plus vous allez aller vite pour faire des choses, plus vous allez être, moins vous allez être fatigué. Ça va augmenter vos capacités attentionnelles aussi. Ça va augmenter vos capacités des différents types de mémoire. Vous allez Et la dernière chose, ça libère des hormones. Donc la dopamine, c'est un neurotransmetteur plutôt excitateur. Les endorphines, c'est hormones du bien-être, on va dire. Je me sens bien. Phényléthylamine, c'est d'autres hormones qui vont participer à d'autres choses. Pourquoi votre système nerveux, son information, elle va aller plus vite? Il y a un phénomène. Ici, je suis là, je commence à faire de la musculation. Hop, je vais développer de la force, je vais développer. D'accord? Sauf qu'en fait, toute la force que je vais développer au début, c'est pas je gagne en force musculaire, c'est simplement mon système nerveux qui est en train d'apprendre à recruter mes fibres musculaires. C'est ce qui se passe ici. Et une fois que mon adaptation nerveuse s'est faite, hop, je suis ici. Si je veux vraiment continuer à muscler, cette fois-ci, mes adaptations musculaires, elles n'arrivent que là. D'accord? Donc le tout début, tout ce que je vais gagner en force, c'est simplement mon système nerveux qui s'adapte. Et par la suite, tout ce que je vais gagner en force, ça sera cette fois-ci la prise de masse musculaire. L'autre moyen de gagner en force très rapidement, c'est les stéroïdes. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi faire? Parce que ça ne reste pas à long terme et ça crée plein d'autres choses qui sont néfastes. Sur le sommeil et les rythmes, vous avez plusieurs choses. Ça va vous permettre de mieux dormir si vous ne faites pas une activité 2 heures avant d'aller au lit. D'accord? Vous pouvez la faire un peu avant quand même.
Ça va avoir un effet aussi sur l'apparition de votre sommeil et sur la qualité du sommeil. Dans le sommeil, on a plusieurs phases, donc des sommeils profonds, etc. paradoxal. Et en fait, ça permet d'accroître la quantité de sommeil lent profond. Le sommeil lent profond, c'est celui où vous récupérez. Si vous vous souvenez de vos rêves la nuit, c'est que vous faites plein de micro-coupures et c'est que vous n'avez pas un sommeil qui est réparateur. Si vous ne vous souvenez pas de votre rêve le matin, c'est que vous avez bien dormi. Il ne faut pas trop dormir non plus. Ça va permettre aussi de prolonger et d'améliorer, on va dire, votre rythme circadien. Le rythme circadien, c'est votre rythme au cours de la journée. Donc vous allez avoir un pic d'activité vers 10h30, 11h. Après, on mange ou on a faim, ça diminue. Et on a nouveau un pic vers 17h. Donc l'idéal, c'est de mettre de l'activité physique à ces moments-là. Et après, hop, ça redescend. Ce qui vous permet de garder ce pic haut, qui n'est pas bon en fin de journée, c'est justement quand vous êtes sur les téléphones portables, télé, toutes les choses-là, parce que ça stimule le système. Et en fait, au lieu que mon pic redescende pour que je m'endorme, eh ben, il reste en haut, il fait ça, et puis il ne veut pas trop redescendre, et j'arrive pas à dormir. Ça va permettre aussi, alors je ne l'avais pas mis, mais tout ce qui va permettre d'améliorer votre sommeil, c'est avoir des heures fixes de lever et de coucher. Ça, c'est important, parce que votre rythme, il va être synchronisé. Chez les personnes qui sont inactives ou qui ont des périodes longues, on va dire plus de 8 heures de sommeil, on peut... 10 heures. Ça peut être remplacé justement par des périodes fragmentées, comme je vous disais, et là, c'est pas bénéfique pour la récupération. 10 heures entières, ça va, mais c'est un peu trop. Sur le versant psychologique, du coup, ça va avoir un effet sur le niveau d'anxiété, il va diminuer. Ça va avoir un effet sur votre gestion du stress et de l'humeur. Vous allez plus à même, vous, de contrôler aussi vos différentes humeurs. Sur les symptômes dépressifs, en prévention, il y a des études qui disent oui, d'autres qui disent non. On ne sait pas si l'activité physique, elle permet de ne pas être dépressif. Par contre, on sait qu'une activité physique, quand on est dépressif, c'est bénéfique. Donc ça, c'est pas encore... ça dépend. Amélioration de la perception de soi aussi, parce que vous allez avoir un schéma corporel qui se redessine et vous allez avoir conscience de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Normalement, vous êtes capable de savoir, comment dire, quand je suis ici, et que je pose mon pointeur, si je me mets là, je suis capable de savoir, bras tendu, si je peux l'avoir ou non. Parce que vous avez une représentation de tout corps. Et elle est faussée petit à petit si vous n'avez pas d'activité. Là, je sais que je peux l'avoir. Tout à l'heure, je savais que je pouvais pas. Et la dernière chose, c'est l'amélioration du bien-être perçu. Le fait de se sentir mieux aussi. Ça, c'est tout. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce qui était néfaste et tout ce qui était bénéfique. Sinon, je vais vous montrer les recommandations maintenant de ce qu'il faudrait faire. Dans les recommandations de l'OMS pour l'enfant, en gros, dès qu'il peut faire de l'activité, il faut lui faire de l'activité. Que ce soit ludique, récréative, machin, il va courir, il fait du vélo, il est à l'école, il court partout. C'est bien. C'est au moins 60 minutes par jour. D'accord ? L'activité physique, elle peut être quotidienne, donc ça peut être des activités surtout d'endurance chez les enfants. Il y a différents stades où on va développer l'endurance, la vitesse, on développe l'endurance, la force, pour, on va dire, améliorer sa croissance et son développement. Des activités d'intensité soutenue avec renforcer le système musculaire et l'état osseux, c'est ce que je vous disais, sauter, courir, il faut qu'il enchaîne un petit peu, qu'il ait chaud, qu'il ait du mal à respirer. Enfin, voilà. Un enfant, s'il n'a pas de pathologie, ça, il faut le laisser courir, il faut qu'il en fasse. Vous voyez ici, ça c'est pour un garçon ou pour une fille. Vous avez ici en fait ce qui se passe aux fonctions des années, de ce que l'on doit faire. Donc vous avez la souplesse, vous avez l'agilité, l'endurance aérobie, la force. Alors les V1, V2, je ne sais plus si c'est la vitesse, normalement 8 ans, V1 ça doit être vitesse, V2 peut-être. Sinon V1, V2 c'est des seuils ventilatoires aussi. Ça veut dire je travaille en aérobie et là je travaille en résistance aérobie. Il y a toutes des choses comme ça. La période favorable au cours de la croissance pour les garçons et les filles, de toute manière, il faut développer les capacités physiques. Jusqu'à 21, 22 ans, on continue à se développer. Jusque-là, il faut avoir une activité, forcément. Le seul petit problème, c'est qu'en France, par rapport à l'Europe, on est un des pays qui a le plus d'heures de PS à l'école. La seule problématique, c'est que tous les autres pays font plein d'heures d'activité physique en dehors de l'école. Les petits Français, seulement 40 à 60% des enfants pratiquent en dehors de l'EPS. On est les moins bons, presque. Derrière, il y a les Italiens, je crois, qui ne sont pas à la Coupe du Monde de foot. Mais voilà. Donc,
ils ont pas mal de C'est PS, l'entraîneur, c'est pas ça. et derrière, ils n'ont pas assez. Pour les adultes, c'est pareil. On peut tout mettre dedans, il y a les tâches quotidiennes, il y a les exercices planifiés, il y a tout ce qui est familial, communautaire, etc. C'est 150 minutes d'activité d'endurance modérée, cette fois-ci, ou 75 minutes par semaine, avec des périodes d'au moins 10 minutes. Tout à l'heure. Les activités d'endurance, elles vont avoir un bénéfice supplémentaire si vous arrivez à 300 minutes par semaine ou si vous arrivez à 150 minutes de soutenu. Donc plus vous allez en faire, plus ça va être bénéfique dans ce cas-là. Et ce qui va être important, c'est de mettre du renforcement musculaire sur les groupes musculaires principaux, donc les bras, les épaules, tous ceux qui soutiennent le dos, et puis les cuisses. Ça va être important. Chez les personnes âgées, c'est pareil, mais ce qu'on rajoute en plus, c'est des activités physiques de prévention des chutes et amélioration de l'équilibre. Donc là, on travaille sur des sols un peu différents, avec la sole plantaire, enfin toutes des petites choses comme ça. Ça, c'est un petit test pour voir si vous êtes assez actif ou pas. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, c'est le score. Vous avez derrière quelle intensité d'activité physique votre travail requiert-il? Légère, modérée, moyenne, intense. Faites ça, retenez le score que vous avez au bout, puis on va voir qui est assez actif, qui n'est pas assez actif. C'est un bon signe en général quand on fait pas. Vous avez tout votre score final? Presque. Une deuxième partie. Donc vous retenez bien votre score. Maintenant, c'est activité sportive et récréative. Et là, pareil, on recalcule le score. Et vous ferez l'addition entre les deux. Qu'est-ce qu'on appelle régulièrement? Régulièrement, c'est au moins 3 fois par semaine. Voire plus. Normalement, on dit en entraînement, 1 fois je me désentraîne, 2 fois je conserve, 3 fois je progresse. Donc c'est la même activité qu'il faut faire 3 fois par semaine? Pas forcément. Vous avez tous votre score total? Non. Là, Ce qui est important aussi, c'est les activités cognitives qu'il faut faire en glissant. Des petites simulations, des jeux de cartes, de problèmes, toutes des choses comme ça. Lire. Jouer aux échecs dehors. C'est tout bon? Qui est en dessous de 16? Je pense que j'ai pas le temps de faire le calcul total. Moi, je pense que... Entre 16 et 32, ça va. Qui est au-dessus de 32? Personne? 32, c'est où vous auriez des bénéfices. Là, c'est vous allez conserver, c'est bien. Là, c'est mal barré. Et ici, vous allez vous améliorer. J'entends pas. Ce qui est important aussi, Oui. c'est ce dont vous avez parlé, c'est la dose réponse. La dose réponse, c'est plus je fais de l'activité, plus ça va être bénéfique. Et vous voyez qu'une personne qui est inactive, le fait de faire un tout petit peu plus, hop là, la dose elle est beaucoup plus importante en réponse. Par contre, une personne qui est déjà très sportive, s'il en fait beaucoup plus, là ça ne va pas augmenter beaucoup plus son niveau, l'aide que ça va lui apporter de faire une activité physique. Et ça dépend des périodes aussi, je pense. Les périodes où on est plus ou moins actif. Pas que l'hiver, on va peut-être moins de dépenses que l'été. C'est juste que l'hiver, c'est plus compliqué de se dire je vais aller faire une activité physique sachant le temps qu'il fait dehors. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas pour ça qu'il faut être moins actif parce que c'est là où on donne le plus. Et le froid aide à perdre des calories aussi. Et une incidence sur les activités physiques solitaires versus collectives et un peu plus ludiques? Alors pas sur votre simulation au niveau physio, puisque de toute manière ça sera la même. Par contre au niveau psycho, c'est pas la même chose. Vous allez arrêter peut-être plus tôt que si vous êtes avec plusieurs personnes.
c'est votre cortex cingulaire antérieur, c'était le petit truc blanc dans mon cerveau tout à l'heure, là, qui commande en fait l'arrêt de l'effort. À un moment, il dit stop, et c'est le cerveau qui dit stop, et c'est pas en fait vos capacités physiques. Et quand vous êtes avec quelqu'un, bah, il est retardé ce niveau-là. Une autre petite étude, ça c'est pour les personnes qui passent plus de 5 heures par jour assis. Plus de 5 heures assis par jour. Ça dépend des sièges. Ça dépend des sièges. Alors ici, du coup, vous avez le nombre d'heures par jour assis. Donc à chaque fois 4, 4, 6, 6, 8, supérieur à 8. Tac, tac, tac. Et en dessous ici, c'est le nombre de mètres que vous dépensez par heure par semaine. Donc si on prend par exemple hop, les deux là qui sont à peu près au même niveau, lui il passe plus de 8 heures assis par jour. Pour arriver à ce niveau-là, il doit dépenser 30,5 mètres par heure par semaine. Si on prend celui d'à côté, lui il est à 30 mètres par heure. Donc c'est quand même beaucoup moins par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Lui, il passe que 4 heures assis par jour. Donc plus vous allez être assis, plus c'est néfaste. Et c'est pas parce que vous allez faire de l'activité physique davantage que ça va forcément compenser. Il faut regarder la télé. Il faut regarder la télé sur un vélo elliptique. C'est encore mieux. Et si vous prenez les deux là, ils sont au même niveau, sauf que lui il passe 8 heures par jour et il dépense 16 mètres par heure par la semaine. Lui il passe que 4 heures et il dépense 2,5 mètres par heure par semaine. Donc là vous avez quand même un gros gap. Moins vous allez faire d'activité physique et plus vous allez rester assis, plus ça va être néfaste. Plus vous allez rester assis et plus vous faites d'activité physique, ça sera néfaste, mais moins quand même. Donc votre temps assis, il détermine énormément de choses derrière. Et est-ce que ça a une quelconque utilité de s'asseoir, au lieu de s'asseoir sur une chaise, de s'asseoir sur un ballon de gym? Sur un Swiss ball, ça va faire travailler les muscles posturaux, donc ça fait du gainage, mais vous restez assis quand même. Donc la circulation sanguine, c'est pas la pratique physique. Le mieux, c'est de ne pas avoir de téléphone dans le bureau et de se déplacer pour aller voir les collègues aussi. Merci. Ça, c'est quand vous êtes assis. Quand vous êtes devant la télé, c'est encore pire. Parce que justement, il y a tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, quand les ados ils sont abachis comme ça, c'est normal. C'est simplement qu'il y a des tensions musculaires quand ils grandissent. Et c'est la position en fait qui soulage les tensions musculaires. Donc quand ils sont abachis, vous pouvez leur dire redresse-toi. Et en fait, c'est physiologique, ça permet de se reposer musculairement. Les recommandations, du coup, il faut faire du sport avant 2024, une pratique physique, ça sera mieux. Pour les enfants, c'est dès qu'ils peuvent bouger, il faut les faire bouger. Mais ça, c'est toujours avant, avec avis médical. On ne va pas faire une activité physique sans être passé chez le médecin avant pour savoir s'il n'y a pas un petit problème cardiaque ou autre. Les adultes, eh ben, on va faire en fonction de ses capacités, mais le but c'est quand même de rester sur les recommandations. On fait attention aux risques et aux limites de chacun, parce que là il va y en avoir de plus en plus. Chez la personne âgée, ou l'adulte sédentaire, ou une personne avec des pathologies, c'est de passer de sédentaire à au moins un peu actif. Déjà ça va faire un énorme changement. Et il faut augmenter la durée, la fréquence, l'intensité petit à petit. Et ça va vous permettre, vous allez voir, simplement pratiquer une activité physique, même si au début c'est pas physiologique que vous allez le ressentir, c'est sur le bien-être psycho. Et ce qui est important, c'est être aussi actif physiquement que mes capacités me le permettent. Ça c'est important. Les objectifs de l'OMS, donc ça c'est une communication de presse qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, justement en juin, où ils font un nouveau plan d'action de 2018 à 2030 sur limiter la sédentarité et augmenter l'activité physique. Ce qu'ils disent, c'est qu'au niveau mondial, il y a un enfant sur 5 et 4 adolescents sur 5 qui ne font pas assez d'activité. Donc c'est quand même énorme. Les filles, les femmes, les personnes âgées, les jeunes, les personnes sans emploi, les handicapés, les personnes, il y a un peu de tout, marginalisées, maladies chroniques, etc. Tout le monde doit en faire. Quand on veut faire une activité physique, on va chez le médecin vous dit vous avez ça comme contre-indication, on peut adapter la pratique derrière. Une personne qui est en fauteuil roulant, qui est assis, qui ne peut pas bouger, on lui fait faire de l'activité physique malgré tout. Et la dernière chose, c'est que ça coûte une blinde de ne pas faire d'activité physique. 54 milliards en santé. Au niveau mondial, 57% des prises en charge par le secteur public.
c'est l'inactivité physique au niveau mondial. Donc toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui pourraient être mises de côté. Et cette personne, le docteur Pedros, là c'est celui qui était à l'origine des communiqués de presse et tout ça, il dit « Inutile d'être un athlète professionnel pour choisir d'être actif. Ce sont les choix que nous faisons chaque jour qui nous permettent de rester en bonne santé. » Donc si vous êtes en mauvaise santé parce que vous n'avez pas assez pratiqué, on peut vous en vouloir que vous. Et des personnes qui vous avaient peut-être pas stimulé. La prescription de l'activité physique pour les ALD, c'est ce qui est rentré, je vous ai dit, dans la loi par la prescription médicale des médecins, et ça sera remboursé du coup. Vous aurez un test physique, des séances, un dernier test physique pour voir l'amélioration. Et ça, le but, c'est de permettre aux personnes qui ont été prises en charge ensuite de les réorienter vers des créneaux sport santé dans des clubs sportifs, par exemple. Ça, c'est décidé, ça. Ça, oui, c'est dans la loi. Oui, c'est déjà. C'est dans la loi, la seule chose, c'est que là, avec l'ARS et la région Grand Est, on a pris la décision justement d'avoir ces 3 niveaux et de rembourser tant, etc. et d'orienter vers certains types de professionnels. C'est quand même spécifique aux ALD, apparemment. Spécifique aux ALD. Il n'y a que les personnes atteintes Spécifique aux ALD si c'est une prescription médicale remboursée. D'accord. Par contre, vous pouvez avoir une prescription médicale pour faire de l'activité physique et qui n'est pas forcément remboursée. Une infection de longue durée pour pouvoir arriver à pratiquer ce genre d'activité en charge. Madame a l'air ravi. J'ai pas compris en fait. Vous avez pas Dans certains cas, oui. c'est remboursé. Quand vous avez une infection de longue durée et que le médecin vous prescrit une activité sportive, On ça peut sera être à remboursé. 100%. Par contre, si vous n'avez pas une ALD et que le médecin vous prescrit une activité sportive, ça ne sera pas remboursé. Ouais. Donc ceux qui sont à 100% peuvent effectivement, pour une pathologie vous avez la MGN, Harmonie Mutuelle, la mutuelle des sportifs, qui quand vous faites une pratique sportive ou quand vous avez une licence sportive, vous déduisez ça et vous payez moins cher d'assurance. Quelle que soit l'affection? Non, non, sans affection. Ah, sans affection. Une licence sportive, vous déduisez. D'accord. Ah oui, il faut avoir la mutuelle adaptée. Lesquels MGN MGN, Harmonie et la mutuelle des sportifs. C'est les 3 que je connais qui le font. Mais ils le font de plus en plus parce que ça leur apporte des clients. Et justement, ils ont un retour Ils ont un retour avec toutes les études scientifiques, on sait que de toute manière c'est bénéfique. Mais je ne sais pas s'ils ont un retour sur est-ce que les personnes vont moins souvent en médecin. Ouais, et globalement sur leur coût. Ça, je ne sais pas. C'est de l'année dernière. Ça a commencé en année. On verra dans 10 ans. Quand on veut refaire une activité physique, il y a quelques petits trucs importants. Alors il y a des termes qui sont un peu bizarres, mais c'est parce que c'est des Québécois. Donc là, on fait de l'activité physique, c'est super cool, je commence à en avoir un petit peu marre quand même. Je vais refaire, je me sens bien, etc. Je fais pas trop gaffe, je récupère pas, et là, pof, je me blesse. Et du coup, je vais essayer de refaire, non, ça marche pas, pof, ça redescend encore plus bas. Et soit c'est foutu, soit hop, je vais réessayer, et derrière ça va peut-être remarcher. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est au départ, on démarre pas comme une brute. On fait un petit peu, même si quand on revient, on est encore bien. Et c'est petit à petit qu'on va augmenter, qu'on va augmenter, qu'on va augmenter. On peut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, ensuite on augmente la fréquence, on augmente l'intensité, toutes des choses comme ça. Et il faut déjà être sûr de bien pouvoir récupérer et ne pas se blesser. Sinon derrière, ici en général, les personnes qui se reblessent quand elles ont refait une activité, ça reste là. Elles en font encore moins. Parce que vous êtes blessés. Là c'est fini. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Par rapport à ce que j'ai vu, moi, il n'est pas bon vieillir de trop quand même. Parce qu'il y a effectivement, c'est un peu pessimiste le déroulement de la vie quand on arrive à un certain âge. C'est pessimiste si vous ne faites pas d'activité. Si vous faites une activité, le but c'est de finir sa vie en bonne santé et qu'elle se finisse une fois qu'elle se finisse en dehors. Et il ne faut pas faire du... Oui, j'imagine. Comme ça ne marche pas non plus. C'est pas bon. L'idéal, c'est vélo elliptique, parce que vous faites travailler le haut du corps, vous faites travailler le bas du corps, vous avez une dépense énergétique qui est supérieure et en plus, vous ne risquez pas de tomber. Peut-être tomber sur un tapis roulant. Et si vous faites du vélo seulement, il n'y a que le bas du corps qui travaille, il n'y a pas le haut. Un peu comme la marche nordique. La marche nordique, c'est très bien.
Du coup, vous augmentez votre dépense énergétique. Enfin, c'est ça. Est-ce que le fait d'adapter un diagnostic et autres, et d'adapter un petit peu peut-être les recommandations, est-ce que c'est important ou en fait les... Oui, c'est important. Si on prend les personnes qui sont âgées, blessées, prothèses, pathologies, n'importe, on va adapter ce qu'on leur fait pour stimuler justement le côté lésé, mais en même temps pour conserver les capacités de tout ce qui est viable. Donc c'est des programmes qui sont adaptés, vous avez des enseignants en activité physique adaptée de santé qui prennent en charge ces publics-là spécifiquement. D'accord. Mais sinon, c'est pas essentiel. Les recommandations du type. D'ailleurs, si s'il vous faut avez retenir. aucune pathologie, 30 minutes d'activité par jour. 3 quoi 30 minutes d'activité modérée par jour. C'est ça qu'il faudrait. S'il y avait une chose à retenir, c'est plutôt ça ou c'est 3 activités par semaine? 30 minutes par jour. Et rester le moins souvent assis possible. Là, ça fait 1h30 assis. Ça va être bien. Moi, j'ai entendu dire qu'il fallait faire 30 minutes d'affilée pour que ce soit vraiment efficace. Alors, c'est plus efficace que si vous faites 10-10-10, forcément. Mais si vous faites, c'est au minimum 10 cumulés qui donnera 30 minutes. Et c'est mieux 30 minutes, c'est mieux plus, c'est mieux de varier, de faire de l'endurance, du renforcement musculaire, du travail d'équilibre par exemple. Quand on dit c'est mieux de courir 3 fois une demi-heure, 2 fois 1h30, c'est quoi? Ça dépend. Ça dépend de l'intensité. Si vous courez 3 fois une demi-heure et vous voulez solliciter les mêmes capacités, il va falloir courir plus vite. Il faut contrôler la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Par contre, si vous courez 1h30, vous pourrez courir moins. On ne travaille pas sur les mêmes processus. Et la fatigue ne sera pas la même. C'est plus traumatisant une demi-heure rapide qu'une heure et demie là. Et après, vous avez du 30-30, qu'on appelle 30 secondes, 30 secondes. Vous faites 10 séries, fois 10 séries, etc. Et là, c'est pas les mêmes choses, mais on le fait chez les entraînés, chez les jeunes. Ça dépend de l'âge. Moi, j'avais entendu que c'était pas bon pour la santé de courir des courses longues, du style marathon, choses comme ça, avant 40 ans. Non, c'est avant 40 ans. Ouais. Alors, je pense que s'ils disent ça, c'est plus d'un point de vue articulaire. Mais si vous avez des bonnes baskets et si vous ne courez pas comme ça passe. Mais les longues distances, c'est pas fait forcément pour les jeunes au départ. C'est plus en vieillissant où ils vont être plus performants aussi. Et un ultra trail ou un environnement, c'est pas bon de toute manière pour ça. Il faut Le marathon, c'est pas bon. de l'endurance, c'est bien. Ouais. Voilà, c'est pas Il ne faut pas rester assis. Là, c'est des personnes qui s'entraînent, donc c'est un peu différent, parce qu'ils ont une récupération derrière. On est sur de la pratique, on est sur du sport, on n'est plus sur la pratique physique, entretien. C'est différent. Et toutes choses égales par ailleurs, est-ce que les personnes qui sont toujours difficile, au chômage et autres, j'ai vu qu'il y avait des liens, est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques aux problèmes un petit peu de reconnaissance sociale Alors, il y a des associations qui travaillent avec ces personnes-là pour les remettre, pour les socialiser et puis leur permettre d'avoir l'accès à certains clubs, des choses comme ça. Après, ça ne change rien, ça change juste que s'il reste assis toute la journée, ça reviendra au même qu'une personne qui reste assise toute la journée, même s'il a un boulot. Sauf qu'il montera peut-être plus dans le canapé que devant l'ordinateur. Et la stimulation cérébrale et autres, ça... Là, c'est la stimulation cognitive, là, j'en ai pas parlé moi, mais c'est important, il faut le coupler à l'activité physique. C'est pour ça que chez les personnes âgées, on fait l'activité physique, mais où il y a des exercices de mémoire, il y a des exercices cognitifs, il y a des résolutions de problèmes et toutes des choses comme ça. Et dépend. Oui, une question. Les personnes âgées, ça veut dire quoi à partir de quel âge? Selon la définition de l'OMS, c'est 65 ans. Ah d'accord. Moi, c'est ce que je prends. Ouh là là. Et la dépense énergétique liée au cerveau par rapport à... Plus ça va fonctionner, plus vous allez consommer. Si vous consommez le glucose. Si vous n'avez pas d'activité intellectuelle, c'est sûr que du coup, vous allez consommer moins. C'est pas en veille. Et si vous n'utilisez pas les neurones, ils se détruisent. Vous allez en faire encore moins. Et dans une consommation moyenne que vous avez évoquée là
Je ne peux pas vous dire du tout combien consomme un cerveau. Bonne question. Mais un cerveau consomme sur votre global, je crois que c'est 60% de votre consommation énergétique du corps. 60 à 70% de votre consommation globale, c'est votre cerveau. Dans la consommation métabolique, dans le niveau du quand vous ne faites pas une activité sportive, c'est votre cerveau qui consomme le plus. Quand on est en repos, ouais, au niveau du métabolisme, d'accord. Et pour passer à l'acte, donc stimuler l'envie de refaire... Il faut trouver soit des personnes avec qui être, soit il faut trouver une pratique sportive qui vous intéresse. En fait, il faut trouver ce qu'on appelle un levier motivationnel. Soit ça peut être, ça c'est des analyses qui peuvent se faire, soit c'est parce que j'ai un problème de santé et je dois retrouver la santé. Ça c'est un levier. Soit c'est parce que j'ai envie de reprendre le plaisir, soit c'est parce que ça va être l'été, je vais être bien dans mon petit maillot de bain sur la plage. C'est aussi un levier. Il y a toutes des choses comme ça, ou alors je vais me resociabiliser avec des personnes. Il faut trouver quel est le levier qui donne envie à la personne de faire de la pratique, et ensuite on va retrouver la pratique qui va permettre d'exercer ça. Il y a certainement nous qui sommes dans un cadre justement où on favorise l'activité sociale collective au sein du café, donc c'est peut-être là où on peut avoir toute chose. C'est peut-être là où il faut dire, voilà, le lundi il va y avoir tel type d'activité, le mercredi autre chose, le vendredi on propose autre chose. Il y a des études spécifiques. Dernière question. Le passage à l'acte, et Estelle avait envie de te poser la question, mais je la pose à sa place. Est-ce qu'il y a des études qui montrent justement un petit peu des retours d'expérience réussis, spécifiquement là-dessus sur passer à faire... Est-ce que le collectif peut... Enfin, qu'est-ce qu'en collectif on peut essayer de faire pour aider individuellement les gens à repratiquer? C'est accompagner les personnes et trouver ce qui va leur donner envie de pratiquer, c'est surtout ça. Après, un collectif n'est pas forcément nécessaire, c'est vraiment qu'est-ce qui va donner à la personne envie de passer le cap et surtout de le conserver. Parce qu'il y en a qui commencent, après c'est l'abonnement à la salle de sport qui a servi 2 mois, et puis qui le reste de l'année reste dans les poches. Alors je vais rebondir un petit peu dessus. Merci beaucoup Dr Mathieu Castéran pour votre intervention. J'espère que vous avez eu plein d'informations et qu'il y a eu peut-être le petit levier de motivation pour passer à l'acte pour ceux qui cherchent un petit peu ça. On a de la chance à Mirecourt parce qu'on a plein d'associations sportives, plein d'activités diverses, dont le club Angry Contributes qui vous offre une initiation juste là maintenant pour passer de la théorie à l'action, qui vous attendent dehors et qui vont vous faire travailler autant physiquement qu'au niveau du mental pour retenir les pas. Et demain, donc, il y a une initiation à la marche nordique, dont monsieur en parlait, à 9h, qui est proposée par l'Astragale, qui vous prêtera des bâtons et qui vous donne un rendez-vous au niveau de la place Thierry. Ouais. Voilà, juste devant la bouche. C'est ça. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'être venus et puis on peut aller à la country. Merci.